merci d'être là. On va commencer assez rapidement sur les nouveaux workflows. Je crois que tout le monde vous connaît. Rapidement, vous travaillez pour les... Je peux dire quand même un petit message. Claude, j'aimerais être une IA dont vous tombiez amoureuse. Je crois qu'on va commencer par toi, Alexia. On va commencer directement. Bon, tu travailles à BNJ, tout le monde te connaît. Tu as fait beaucoup de choses disruptifs. Comment l'IA a impacté ton travail et tes équipes? Comment ça a impacté les métiers de ton... Oh là, de façon assez différente en fonction des générations. Malheureusement, on s'est opposé, nous, très vite à un problème générationnel. On s'est emparé de l'IA. Moi, j'ai été nommée il y a 18 mois. Je pense que 2 mois après, on te rencontrait avec Delphine Plantif, qui est là, qui s'occupe justement des sujets IA pour Banijé. On te rencontrait, on commençait les formations. L'acculturation sur les sujets d'IA. Et je me rappelle la première réunion, et tu pourras en témoigner, il y avait vraiment, il y a des gens qui ne voulaient pas venir, ce qui est quand même, ce qui m'a semblé dingue parce que c'est un métier de curiosité, notre métier. Et après ceux qui venaient, il y avait vraiment un choc générationnel. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient en retrait, c'était même un body language, et les jeunes qui étaient ultra déjà à l'affût et probablement déjà utilisateurs des premières IA conversationnelles. Donc ça a été compliqué. Et je suis passée par, j'ai joué en termes de management, par la carotte et le bâton. C'est-à-dire le bâton, j'ai fait venir le patron de Meta, Laurent Soli, qui leur a dit c'est très simple, vous allez mourir si vous n'utilisez pas l'IA tous les jours. Donc vous téléchargez une application, le chat, ChatGPT, on s'en fout, et vous l'utilisez pour n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Donc ça les a un peu, c'était tous les MD du groupe, ça les a un peu, comme ça a cristallisé une peur. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été obligée de mettre dans tous les bonus des MD que s'ils ne travaillaient pas sur l'IA, ils n'avaient pas leur bonus. Donc c'était quand même, ça a été une technique un peu violente. Et ce qui est très agréable maintenant, on va dire 16 mois après, c'est de s'apercevoir qu'en fin de compte, ils se sont amusés. Et je pense que c'est la meilleure manière d'appréhender l'IA, c'est de se dire que c'est un outil aussi amusant, où on va dans une direction, puis elle vous amène ailleurs, et puis vous dites non, c'est pas là du tout où tu vas. Et ça, c'est très agréable. Moi, je dis, mon IA, elle s'appelle Ben, et j'ai fait un truc hyper drôle. J'ai dit à Ben, mais est-ce que tu sais au moins à qui tu parles? Et il m'a dit, ah ben non. Il était très emmerdé. C'était marrant de voir une IA emmerdée. Et je lui ai dit, bon, tu vas sur Google et tu vas voir qui je suis et tu reviens. Et donc voilà, je pense qu'il faut s'amuser. Marianne, non mais anthropomorphiser, c'est pour ça que quand on dit outil, c'est bizarre, mais faire de l'anthropomorphie pour l'IA, c'est super, en l'appelant Ben. Marianne, toi, tu t'amuses beaucoup. Donc toi, tu bosses à TF1, t'as pris ça, tu t'amuses avec ça depuis très longtemps. Comment ça a impacté tes métiers? Mais c'est toi aussi qui porte à TF1 le changement de paradigme qu'apporte l'IA. Comment ça se passe? Je vais prendre un micro. Pardon. Merci. Je me demande si tu n'es pas une intelligence artificielle quand même. J'ai un petit doute, vu tout ce que tu fais. Oui, je porte ça. Moi, j'ai commencé par à porter l'innovation dans un studio de production, Studio TF1, qui est la filiale de production de TF1. Et j'ai approché ça en allant voir les gens qui étaient sous contraintes fortes. Parce que, sous contrainte, il y a de la créativité. C'est qui les gens contraintes fortes? Alors, chez nous, ce sont les producteurs de quotidiennes, de soap opéra pour les étrangers, de Plus belle la vie, Demain nous appartient, Ici tout commence, Tout pour la lumière, tous ces jolis petits noms. Ce sont des grosses productions industrielles qui ont peu de budget, qui produisent tous les jours, toute l'année, sans jamais s'arrêter. Entre Noël et le 1er de l'an, c'est tout. Et donc, il y a beaucoup de contraintes. Et en fait, dans ces industries-là, qui sont des industries, mais créatives pour autant, il y a besoin de mettre en place des process industriels de travail. Et donc, c'est super intéressant de bosser avec ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est un TGV qui roule à 250 à l'heure, ça s'arrête jamais, et donc on ne peut pas faire des gros changements. On est obligé de faire des toutes petites touches. Et qui sont ceux qui ont mis le plus de résistance dès le début? Les intermittents du spectacle. Mais parce qu'ils ont peur. En fait, les gens qui résistent sont ceux qui ont peur. Donc, ils ont raison d'avoir peur ou pas? Mais non, pas du tout. Il suffit de leur expliquer. Si, ils ont raison. C'est normal d'avoir peur. En fait, le changement, ça fait peur. L'humain n'aime pas ça. Donc, globalement, c'est complètement normal d'avoir peur. Il suffit juste d'expliquer, en fait, comment ça marche. D'abord, ce sont des machines, donc c'est des mathématiques et des algorithmes. Donc, il faut expliquer comment ça fonctionne. Une fois que vous savez que c'est une machine, en fait, c'est pas très compliqué
de savoir que c'est facile, il suffit de la débrancher en fait pour que ça s'arrête. Donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, quand je vais voir une chef costumière et que je lui dis au lieu de passer 8 heures à faire ton dépouillement là de tes 8 scripts, 8 heures par semaine, c'est énorme, une journée entière. Tu vas appuyer juste sur un bouton et ça va te faire exactement la même chose dans le même format que tu peux imprimer sur du papier si tu veux, mais t'es pas obligé. Et ben en fait, elle a dit oui, mais je vais perdre une journée de travail. Alors non, parce que chef costumière, ton boulot, c'est d'aller acheter des costumes, tu vas aller faire du shopping. Et donc, une fois qu'elle a eu compris que l'horrible capitaliste de producteur qu'on était ne lui avait pas enlevé sa journée de travail, mais lui avait rajouté 8 heures de créativité pure humaine, elle a été désinhibée complète et c'est devenue la meilleure ambassadrice de cette technologie-là. Donc, ça, c'est le premier truc à faire. Je pense qu'il faut résoudre des problématiques de quand on est sous contrainte, qu'est-ce que ça peut apporter? Là, vous parlez d'amélioration de processus déjà existants. Est-ce que vous avez vu des choses nouvelles apparaître dans les workflows? Bah oui. Parce que pas que des ajustements, mais des trucs nouveaux, quoi. Juste un petit truc qu'on n'aborde pas beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé des films entièrement faits avec de l'IA, mais en fait, alors en créativité, je pense que ça nourrit un cerveau créatif. Il y a des explications très scientifiques sur d'où vient la créativité. C'est pas forcément une lumière qui vous tombe dessus et ça peut se travailler. Et l'IA, ça permet de travailler sa créativité. Donc n'importe quel humain dans cette salle a un jardin, comme vous disiez, Monsieur Lelouch, dans lequel on peut planter des graines. Certaines personnes sont nées avec ce jardin, d'autres habitent dans des appartements, mais peuvent le créer. Et donc l'IA, ça peut permettre de faire du ping-pong et de créer ce jardin et d'y planter des graines et de voir ce qui sort. Ça, c'est un premier truc. En deuxième chose, en prépa, la prépa, en tournage, c'est là où on n'a ni temps ni argent, jamais. Et donc, en fait, en prépa, c'est un outil qui est génial. Vous faites des repérages, vous allez faire des photos, vous mettez ces photos dans un outil d'intelligence artificielle, vous préparez vos plans, vous faites des essais de plans de caméra à l'intérieur, vous mettez des comédiens, vous faites votre casting, vous êtes libéré, vous pouvez mettre qui vous voulez, vous regardez si ça match, vous testez si un couple, ça fonctionne bien. Est-ce que ça marche bien Brad Pitt avec Marianne Carpentier? Ouais. Why not? Bah, est-ce que ça, voilà, c'est super en fait. Attention au faux Brad Pitt, hein, il y en a un. Attention, il y en a un plus, ils sont sur TF1. Non, mais voilà, c'est un outil qui est sous-utilisé pour la partie préparation de tournage. Après, évidemment, en tournage, c'est intéressant. Hier, je discutais un peu avec un chef déco là. Oui, les chefs déco en architecture, c'est super utilisé. En home staging, c'est hyper utilisé. Donc, home staging, c'est chef déco, c'est la même chose. Hein. Donc, oui, travailler, fabriquer des papiers peints pour des tournages des 4x3 là, c'est super intéressant. De créer rapidement des accessoires, des décors. Ne serait-ce que pour avoir juste un mood board de direction artistique très dense avant le tournage. Et ensuite, tout le monde se réfère à ce travail-là. J'ai vu un réal aussi qui l'utilise. Vraiment, il prépare ses plans de tournage avec des images de référence. Il travaille même les éclairages, les ambiances couleurs. Et ensuite, il donne ça à son chef-op. Et il lui dit, débrouille-toi, c'est ça que je veux. Mais en fait, l'image, elle est déjà posée. Donc, c'est assez fou parce que entre son image de référence et son image de shooting final étalonné, il n'y a pas de différence. Je sais même plus laquelle est réelle de laquelle est faite en IA. Et donc, oui, c'est un outil qui est super intéressant et c'est un outil collaboratif, même si on peut croire que ça isole, ce qui peut être le cas, donc faut faire un peu attention à ça, mais c'est un outil collaboratif. Et la créativité, c'est avant tout collaboratif. Hein. Donc, c'est porté par un dictateur qui est le créateur, qui a la vision. Et ensuite, il se nourrit de la créativité de tous les autres. T'es tout seul. Quand t'es romancier, t'es tout seul et t'es créatif. Le processus de départ de celui qui porte la vision, il est solitaire. Mais ensuite, tu dois travailler avec des gens. Et c'est ce qui va faire que ton projet devient super. Si t'es vraiment tout seul, c'est pour ça que le éco, ça peut pas marcher pour moi. Si t'es alone dans ta tour d'argent, que tu fais tout seul, je suis sceptique. C'est même, j'ai eu une discussion avec une chercheuse au CNRS la semaine dernière là-dessus. La créativité humaine, elle est collaborative. Et c'est d'ailleurs le truc sur lequel on doit tous veiller, à ne pas s'isoler tout seul dans nos petits coins. Hein. C'est ce qui va tuer nos enfants. En musique, il y a des solistes, il y a des symphonies, ça dépend. De débat. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Tu poses une question qui est intéressante parce que la peur qui agite le monde face à l'IA, c'est de se dire
En effet, la création est collaborative, mais la question, c'est est-ce que tu ne seras pas entouré d'IA Ah oui, c'est ça, pour collaborer. exactement. Et je pense que c'est ça ce dont on parle. Nous, on l'utilise de façon assez légère encore. Alors, soit on fait des programmes qui sont liés à l'IA, dont l'IA est le sujet. On a fait un programme espagnol qui s'appelle Deep Fake Love. En fin de compte, c'est des gens qui sont grimés avec de l'IA et on doit savoir si on est vraiment amoureux d'eux. Enfin bon, voilà, c'est toute une histoire de love story. En revanche, on l'a utilisé sur un gros jeu américain qui est sur CBS, où en fin de compte, il nous fallait un yacht. Et un yacht, sur 30 jours de tournage, ça coûte cher. Et donc là, on a rajouté une IA. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai vu le programme, j'ai appelé la productrice. Je lui ai dit, mais t'as eu un budget pour 30 jours d'un yacht? Elle m'a dit, mais pas du tout, c'est de l'IA. Donc, nous, on l'utilise comme ça de façon extrêmement parsemée. D'ailleurs, en impact carbone, c'est bien mieux d'avoir un yacht Oui. en IA. Ah bah, de toute façon, on sait très bien que l'impact carbone de l'IA est quand même compliqué. Hein. Je crois que il faut pour un prompt sur mi-journée, c'est une ampoule par jour. Comme on est comme on a allumée. le nucléaire en France, il n'y a pas d'impact carbone. D'accord. Donc, on va dire ça comme ça, mais en fait, il y a quand même un impact carbone. Mais au-delà de En ça, France. c'est toute la difficulté, c'est comment nous on l'utilise. En fiction, on l'a utilisé d'une manière assez intéressante. On avait un pitch sur Netflix en 8 épisodes. Ils nous ont demandé de le faire en 6. Et c'est un travail complexe. Enfin, il y a des scénaristes dans la salle pour retravailler une narration de 8 à 6 épisodes. Et ils ont mis ça dans la machine. Et après, ils ont contrôlé ce qu'avait fait la machine et évidemment amélioré ce qu'avait fait la machine. Mais globalement, elle avait ses cliffhangers, elle gardait les arches narratives, etc. Donc c'est comme ça qu'on l'a utilisé. Mais on n'est pas encore un consommateur effréné. Et justement, Gilles, toi qui es un consommateur effréné d'outils, qui est peut-être le type qui voit les outils tout le temps, tous les jours apparaître depuis le début, hein, tu es tombé là-dedans dans les outils, tu vois dans ta newsletter, une newsletter de Gilles Garaz, il voit tous les outils d'IA et tu es l'expert là-dessus. Tu as écouté les conversations, tu les connais, on en a déjà beaucoup parlé. Mais quand on parle de nouveaux workflows, pas dans la réalité de maintenant, mais qu'est-ce que ça va changer radicalement et au niveau vraiment radical? Qu'est-ce que tu vois comme rupture au niveau des workflows dans le cinéma et dans les séries? Quelles sont les choses qui t'apparaissent? Pas de politiquement correct, s'il te plaît. Pas de politiquement correct. Écoute, là tu m'intéresses. Non, mais je pense qu'on peut. Après, c'est compliqué d'extrapoler en essayant d'établir des règles qui n'existent pas encore à partir de projections. On est vraiment dans la spéculation pure. Mais moi, par exemple, dès 2023, j'ai commencé à utiliser l'IA générative pour faire de la voix off sur des films corporate sur lesquels je faisais de la voix humaine l'année précédente. Et avec un niveau de qualité tel que côté client, les personnes qui n'avaient pas l'information que c'était de l'IA ne s'en rendaient pas compte. Donc ça, c'est une réalité qui existe depuis maintenant déjà bientôt 2 ans. Il y en a d'autres. Il y a peut-être que vous avez vu les progrès fulgurants de la génération vidéo IA depuis un peu plus de 6 mois. Où il y a 6 mois, c'était encore un petit peu de l'animation plus. Et là, depuis la sortie du dernier modèle de Google, VO2, en décembre, moi, c'était la première fois que je voyais en fait du footage, de la vidéo, dont il n'y avait pas d'évidence qu'elle ait été générée. Enfin, qu'elle n'ait pas été tournée. Une personne seule, entourée d'une quinzaine, vingtaine d'IA, est-ce que tu la penses capable de faire un film à horizon d'1 an ou 2 ans? Je pense que ça peut être déjà le cas. On en a discuté hier. Moi, j'ai créé le Prompt Club, donc ce collectif de réalisateurs IA, dont il y a des membres ici, et qui, je pense, pour la majorité, font des films courts seuls, chaque mois. Et ils l'écrivent. Alors, il y en a qui l'écrivent avec leurs mains, d'autres qui ont une collaboration, qui ont une discussion avec des LLM, avec GPT 4.5, avec Gemini, avec Claude, tout ça, et qui, en discutant, c'est comme s'ils avaient un alter ego, un partenaire d'écriture, qui permet de développer l'idée, de la structurer, peut-être même d'extrapoler jusqu'à un découpage, jusqu'à une liste de plans. Et ensuite, les plans, cette liste-là, on va en sortir des prompts qui vont servir à générer soit des images fixes qu'on va ensuite animer, ou soit directement de la vidéo. Et l'IA permet aussi maintenant de générer de la musique, de générer des bruitages sur la base de simples prompts. On va décrire le bruitage que l'on souhaite avoir et l'IA va pouvoir le générer.
Et ce qui fait qu'on peut complètement imaginer un one-man band avec une personne unique qui conçoit, qui réalise, qui post-produit, qui monte. Au niveau du workflow, tu vois, il y a quelque chose où je me pose la question, c'est qu'on a parlé hier de la personne seule qui va créer. Moi, ça me choque pas. Je viens du roman. Roman, on est seul, on crée son roman. Et il y a 40% des films et des séries qui sont adaptés de romans. Parce que la créativité, quand on est seul, elle marche bien aussi. Hein, des fois, en collaboration, ça s'épuise. Parce que on a producteur qui pense pas comme vous, un réalisateur, un co-scénariste, et ça vous frustre, et ça casse la créativité, des fois, la collaboration. Mais par contre, sur l'IA, il y a ça, et il y a aussi le fait le spectateur qui va générer son propre contenu, sans créateur. Est-ce que c'est pas ça aussi, il y a un horizon qui vient, il n'y a plus de créateur, en fait. C'est qu'à un moment donné, le spectateur dit je veux une histoire d'amour entre Brad Pitt et moi, et puis Charlie Chaplin sera mon copain, et on va aller faire une histoire un peu à la True Détective avec un prompt. Est-ce que c'est pas ça, la révolution véritable de l'IA, la personnalisation du contenu, jusqu'à squipper le créateur, ne plus avoir besoin d'un créateur, en fait. Le spectateur, je parle pas de toute l'industrie, mais une partie de l'industrie du divertissement sera moi, mon œuvre à moi et mon truc à moi. Tu oublies quand même un élément, pardon, c'est que je pense qu'on aime qu'on nous raconte des histoires. Toujours, bien sûr, ça va pas. Et ça va ça, c'est quand même un élément essentiel. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui ont la main de Dieu sur eux, que sont les créatifs. Et nous, on reçoit ces émotions-là et on a juste envie de les vivre simplement. Je pense que l'acte de création, c'est un acte qui vient des tripes. Tout le monde n'a pas ce truc-là dans les tripes, et heureusement, probablement, parce qu'en effet, ça vient quelquefois de malheur ou de choses comme ça. Tu reçois beaucoup de scénarios, il y a 6 millions de personnes qui écrivent des romans en France, ils en ont tous marre de leur boulot, tout le monde a envie de devenir artiste. Les gens en ont marre de leur taf en général. Ouais, alors bon, moi je suis pas une artiste, donc je sais pas, mais en revanche, je pense que ça a des limites. Je pense que d'utiliser, par exemple, nous on réfléchit à un personnage conversationnel, par exemple issu du père Fouras, pour créer une relation entre l'objet de création et l'individu, voilà, et de manière à ce que ça soit personnalisé et tout. Ça, oui. Après, c'est un peu comme l'arrivée de l'iPhone. Hein. Quand même, tout le monde est devenu photographe. Hein. Bon, alors sauf moi, parce que moi je fais des photos pourries, je comprends pas. Mais quand même, globalement. Bah, ça s'appelle les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, ça a créé une plateforme. Mais pour autant, tu vas pas payer pour aller dans une salle regarder les réseaux sociaux de Mme Michu. C'est clair. Non, mais ça, c'est d'accord. Pour aller sur l'éducation, et toi, tu travailles justement, dessus. moi qui forme des étudiants au cinéma, à l'audiovisuel, au journalisme, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, tu le disais tout à l'heure, les jeunes, ils se sont déjà emparés des outils avant nous. Donc ils les connaissent parfaitement, ils les connaissent même en avance par rapport à nous. Ce qui leur manque, c'est la personnalité. C'est-à-dire qu'il faut leur apprendre à mettre de la personnalité dans ce qu'ils font, lutter contre l'uniformité, et surtout, les étudiants voient dans l'intelligence artificielle la résolution de leur flemme. C'est-à-dire se disent chouette, ça va me faire gagner du temps, ça va me permettre de travailler sur autre chose, un peu moins, etc. Donc nous, on va leur impulser cette envie de travailler différemment, et surtout, on va leur donner la possibilité de faire des films, alors qu'à l'école, on a un nombre de films limité par rapport à notre budget, par rapport au temps dont on dispose. Ça veut dire que Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui sortent de l'école en ayant réalisé un film. Alors est-ce que la clé du workflow, c'est pas de travailler sans IA, sans machine, et travailler vraiment en coupant l'électricité pratiquement pour pouvoir, parce que je vois non, l'IA l'arrivée. Non, il faut pas leur couper l'électricité. T'es sûr que des fois il faut pas pour Non, équilibrer un peu? non, parce que l'outil il existe, donc on va pas les empêcher de s'en servir. En revanche, on va leur apprendre à s'en servir, et surtout on va les mettre en concurrence. Ce qu'on a organisé nous à l'ESI, c'était quelque chose de très marrant. Quels sont ceux qui veulent faire un film sans IA et quels sont ceux qui veulent le faire avec de l'IA? Eh bien, très vite, ceux qui n'avaient pas l'IA sont aperçus qu'ils étaient limités, qu'ils étaient finalement frustrés par rapport à ceux qui ont sorti des films extraordinaires en utilisant l'IA. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Mais l'expérience que tu as appris quand tu n'avais pas d'IA sur le caméra, l'écriture et tout ça, je vois des gens qui ont 50 ans et l'IA leur apporte, mais ils ont de l'expérience. Et l'IA leur apporte un pouvoir supplémentaire. Je vois beaucoup de jeunes arriver qui n'utilisent que l'IA et qui n'ont pas appris à travailler sans l'IA, et je les vois vraiment impactés et affaiblis. Alors là où tu as raison, c'est que nous, sur un cycle de 3 ans, la première année, on va les limiter dans l'utilisation de l'IA pour leur apprendre les réflexes de l'écriture, effectivement, leur apprendre un placement caméra, le travail de la lumière. Mais très vite, on est obligé d'agrémenter l'IA au programme. C'est une obligation. C'est pareil en journalisme. Tu peux pas te passer de l'intelligence artificielle pour chercher tes sources, par exemple, et les vérifier. Donc, on va injecter l'IA,
mais on va leur apprendre à avoir de la personnalité. C'est ça qui est important, à partir effectivement d'une certaine réalité. Mais quand tu sais que maintenant un étudiant peut sortir un film, alors qu'avant on était très limité, c'est ça qui est beau, parce que eh bien il va mettre sa créativité, son don de Dieu au service de son travail. Et avant c'était impossible, il fallait tellement de budget dans une école pour sortir un film. Maintenant on peut en produire 10 pour exactement le même prix. Donc c'est une vraie chance pour les étudiants de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Donc on va surtout pas s'en passer, on va redéfinir les postes, on va redéfinir les rôles. Et pour l'instant, comme tu le disais, on ne sait pas encore qu'est-ce qui exactement va être redéfini. Le workflow, il est en cours de réorchestration. En fait. Un truc intéressant au Danemark ou dans un pays scandinave, comme toujours en avance sur l'éducation, ils ont interdit aux élèves de faire leurs examens sans ChatGPT. Et en fin de compte, c'est comme ça. En fait, ils ont changé le barème d'analyse du rendu de devoir en sachant comment ils l'ont utilisé, comment ils ont profité de cet outil pour le valoriser et valoriser leurs devoirs. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que dans le public, vous avez des questions non, que vous voulez poser, des choses qui vous brûlent les doigts? Oui. La question est sur la formation et comment finalement mettre l'humain au centre du jeu par rapport à l'IA, en sachant que la créativité, elle est augmentée par l'IA, on l'a vu hier et aujourd'hui, et que finalement, la différence entre l'homme et la machine, ça reste le sens. Le sens critique, le sens, les sensations, le sens, la direction, on l'a dit, et les sensations aussi autour de ça, et se dire finalement, est-ce que c'est pas le retour en grâce aux sciences humaines et sociales et à l'éthique pour justement que cette valorisation humaine a encore son mot à dire par rapport à l'IA? Qu'est-ce qui veut répondre? Il suffit de l'expérimenter en fait et on voit très très vite qu'il y a besoin d'un humain. Moi, les plus belles images générées par de l'IA que j'ai vues, elles étaient faites par un DOP, par un chef opérateur, directeur artistique de post-production, réalisateur, que des gens qui viennent du cinéma, que des gens qui avaient plus de 40 ans, aussi, pas des jeunes en fait, puissant, ouais. donc qui avaient une vraie expertise technique de la composition de l'image, de l'art de la narration. Un plan de caméra, c'est pas anodin. Je connais pas les termes, mais faire reculer sa caméra en même temps qu'on fait un zoom avant, ce qui est un truc techniquement pour un cerveau humain bizarre. C'est une technique de film qui donne un effet dingue, qui procure une émotion très particulière. Et ça, il faut le savoir en fait. Ça s'invente pas. Et alors oui, on peut l'apprendre à une machine. Mais en fait, savoir enchaîner deux types de plans, savoir mettre une lumière à contre-jour ou faire un découpage derrière des cheveux pour que ça brille, tout ça, ça crée des émotions humaines. Et en fait, il y a que l'homme qui sait faire ces petites découpes en dentelle. Et deuxième chose, tout à l'heure, ça a été dit, mais il y a un terme en musique que j'adore qui s'appelle l'appoggiatura, qui est le fait de jouer un demi-ton en dessous de ce que la note devrait être, qui procure une déstabilisation de l'audience qui est en attente d'avoir la bonne note. C'est un peu comme quand un réal vous montre un couple qui se tourne autour pendant une demi-heure et ils s'embrassent pas à la fin du plan et c'est hyper frustrant et 10 plans plus tard, ils s'embrassent et vous avez une satisfaction qui est géniale. Et ça, en fait, la machine, elle arrive pas trop à le faire. Non, mais Ça, ce sont des erreurs, c'est comme la tarte tatin, quoi. La réalité, c'est qu'elle va l'apprendre quand même. Oui, certainement. Il faut, certainement. derrière votre question, il y a une problématique qui est beaucoup plus large, qui est la problématique du respect aussi de la propriété intellectuelle. Et on sait que ça agite en ce moment les réseaux sociaux parce qu'il y a une appropriation de certaines propriétés intellectuelles. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, producteurs, on est très vigilants. On est vigilants pour vous et on est vigilants pour nous parce que c'est notre métier que de faire voyager des IP. Et ça, on sait que c'est très important. Donc c'est pour ça que nous, on a par exemple, on s'est rapproché de la plupart des acteurs du secteur pour créer des tables rondes de réflexion, justement sur comment à la fois on laisse la porte ouverte et à la fois on la ferme quand ça commence à attaquer l'humain, attaquer les droits de création. C'est extrêmement complexe. Je pense qu'on est en train d'apprendre en marchant. On travaille aussi avec des organismes comme la ProCirep, par exemple, justement qui protège les droits des producteurs et également des auteurs. On travaille avec d'autres organismes comme ça de gestion collective. Ça va être l'un des gros enjeux. C'est-à-dire qu'est-ce qui appartient à un humain, qu'est-ce qui est généré par l'IA. Et je pense que c'est là où se trouve la problématique aussi éthique.
L'autre problématique, elle est, et je trouve que on parlait de ne soyons pas politiquement corrects. Très sincèrement, il y a des métiers qui vont disparaître. Je sais qu'il y a des sociétés de doublage qui sont là. Je pense que c'est le premier secteur qui va être atteint. On sait que l'animation est en crise. Alors, est-ce que ça va permettre aussi de faciliter, parce que le process de création, nous on sort Astérix là, 5 ans pour Alain Chabat pour sortir la série pour Netflix, ça sera plus rapide. Donc peut-être que ça permettra aussi, nous producteurs, en tout cas d'engager plus de projets. Mais il y a un véritable enjeu de droit. Et ça se passe localement, ça se passe au niveau européen. Et puis, il faut savoir qu'en Europe, on protège beaucoup nos droits, ce qui n'est pas le cas du tout de nos camarades américains. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Et tant qu'à pas être dans le politiquement correct, de droit, donc de modèle économique. Parce que là, on parle de workflow pour économiser du temps et de l'argent, nanana. Mais en fait, il faut aussi créer de la valeur, hein, parce que sinon... on a tous des investisseurs, hein. Donc et les créateurs, ils ont besoin d'être rémunérés en fait. Et donc tant qu'on n'a pas résolu ce problème de comment producteurs, diffuseurs, on crée de la valeur et donc on arrive à satisfaire nos investisseurs, et comment on peut rémunérer nos artistes et nos créateurs en fait, parce qu'on n'a pas la réponse à ça aujourd'hui. Donc il faut réinventer ce modèle-là en fait. C'est il y a la super protection important. des marges, hein, parce que alors ça c'est quelque chose. Tu es du côté diffuseur, je suis du côté du producteur. Très clairement, les marges de l'audiovisuel ont été attaquées pour différentes raisons, Ah et on est sur un schéma maintenant de production qui est relativement classique, hein. Les marges, elles sont entre 8% et 17%. Bon, c'est une industrie relativement classique. Ça va nous permettre aussi de préserver nos marges et donc d'investir. Nous, on investit dans la création à peu près 5 millions par an. Mais ces 5 millions, ils viennent évidemment de ce qui est à l'antenne et de ces marges qui nous permettent de réinjecter. C'est pour ça aussi que l'IA est intéressante, c'est qu'elle nous permet probablement sur certaines activités et peut-être métiers de préserver ces marges-là qu'on remet dans la création. De toute façon, c'est les deux thèmes qu'on va aborder, le financement et les droits d'auteur, qu'on va aborder avec Patrick Cuban qui est là, d'ailleurs, qui est très gentil d'être là et qui est vraiment dans une optique de contre-sommet de l'IA, et c'est important qu'il vienne là-dessus. Écoutez, je crois qu'on... Je voulais juste rajouter quelque Ouais. chose. Il y a quand même une question que les étudiants me posent à l'ESIS, à l'école de cinéma, c'est faut-il encore se former au métier, sachant que justement l'intelligence artificielle arrive? Vaut-il encore la peine de faire une école de cinéma? Mais il me pose vraiment la question. Donc la réponse, c'est que d'abord, il faut faire venir effectivement les experts, ceux qui ont 40, 50 ans, qui savent faire du cinéma au sens traditionnel, parce qu'ils vont faire de la transmission. Ils vont aussi apprendre les bonnes pratiques. Ils vont accélérer les compétences, ils vont injecter de l'éthique, ils vont injecter de la responsabilité, et surtout, ils vont pousser les étudiants qui justement doivent se dépasser par rapport à l'IA. De toute façon, ce qu'on a vu avec Internet, c'était les enfants qui apprenaient à leurs parents comment utiliser Internet, alors que là, c'est le contraire. C'est plutôt les parents qui vont apprendre comment utiliser l'IA. C'est eux qui tirent avantage de l'IA. Les cinquantenaires, c'est ceux qui tirent avantage. Exactement. Donc je pense que là, il faut vraiment associer les générations et l'expérience acquise jusque-là, celle de Monsieur Lelouch par exemple, qui va s'associer aux jeunes qui vont lui apprendre plutôt les outils, et lui qui va plutôt leur apprendre la narration, l'histoire, parce que ce qui fera encore la différence, c'est quand même l'histoire qui vient d'ici. Et je pense que justement, donc, il faut, oui, faire une école de cinéma, il faut se former, mais il faut faire cette jonction entre ceux qui ont appris autrement et ceux qui vont apprendre nouvellement. Et je pense que l'enjeu pour la formation, en tout cas, il est là. Deux choses que j'ai Julie en face de moi. Il y a aussi quelque chose de jouissif, c'est comment un comédien ou une comédienne s'empare d'un rôle. Et ça, ça ne peut pas partir que du réalisateur. Voilà, donc ça ne peut pas partir que du prompt du créatif. Il y a ce que vous donnez, vous, en chair humaine. Et ça, je vois pas comment l'IA, oui, on a beau lui dire, tu vas pleurer, tu vas avoir un petit truc, un petit sourire. Enfin, voilà. Ça appartient aux comédiens et aux comédiennes. Les échecs, les IA sont meilleurs que les meilleurs joueurs d'échecs depuis 20 ans. Ça n'a pas remplacé. On regarde les championnats du monde d'humains. On regarde pas les championnats du monde d'IA aux échecs. Et je pense que c'est pour ça que les acteurs sont essentiels, et ça va jamais changer, parce que c'est pas seulement de faire semblant, c'est aussi d'avoir des vrais acteurs pour s'identifier. Et c'est un besoin incompressible.